Bonjour, je me nomme Benoît Marsin et je suis boursier postdoctoral du FQRSC au département de sociologie de l'Université McGill. Ma présentation est inspirée de ma thèse de doctorat en histoire qui a pour sujet les sans-travail et la protestation au Québec durant l'entre-deux-guerres. Les mouvements de sans-travail qui naissent à Montréal à compter de 1919 sont directement liés à la vague de militantisme ouvrier qui accourt partout au Canada entre 1917 et 1925. Sans vouloir surestimer l'importance de la révolte ouvrière au Québec, les protestations contre le chômage de la période permettent de poser un regard différent sur cet événement. Elles démontrent notamment que l'étendue de l'agitation déborde largement les strictes relations de travail tendues qui se manifestent par de nombreuses grèves. La fin de la Première Guerre mondiale occasionne d'importantes turbulences économiques, politiques et sociales. Sur le plan international, c'est la révolution russe de 1917 qui retient l'attention. Prenant forme dans un contexte international, la révolte ouvrière canadienne voit la classe ouvrière proposer une vision alternative du travail, de la production, de la distribution de la richesse, des institutions démocratiques et de la citoyenneté. Ces causes profondes proviennent des conditions de vie difficiles et des relations de travail conflictuelles qui remontent bien avant 1914. Celles-ci ont cependant été exacerbées pendant la guerre. L'intervention étatique associée à la mobilisation de guerre joue également un rôle important dans ces nouvelles aspirations. Plusieurs au sein du mouvement ouvrier estiment que si l'État était en mesure de planifier la production et de procéder à la conscription de la vie durant la guerre, il est également en mesure de procéder à la conscription des biens et des services en période de chômage et d'inflation. Au nom des sacrifices consentis sur le plan des vies humaines, des libertés démocratiques et des privations, la classe ouvrière exige désormais une plus grande participation dans la prise de décisions politiques, économiques ou sociales. À cet effet, plusieurs témoignages ouvriers recueillis lors de la Commission royale sur les relations industrielles de 1919, qui a alors pour mandat d'étudier les causes du malaise ouvrier, soutiennent que le système capitaliste ne peut être réformé, mais qu'il doit être transformé. À ce propos, l'historien Jeffrey Owen souligne qu'un changement qualitatif apparaît clairement au sein de la classe ouvrière québécoise, qui ne se limite pas à ses cercles les plus radicaux. La volonté de changement dépasse la question des conditions de vie précaires et touche également les enjeux de redistribution de pouvoir au sein des milieux de travail et au sein de la société. La Révolution russe nourrit également les espoirs d'une partie du mouvement ouvrier canadien. Au cours de 1918 et de 1919, l'esprit révolutionnaire est palpable lors des assemblées ouvrières organisées dans les principaux centres urbains du Canada. Cet enthousiasme se manifeste au sein du mouvement socialiste en général et plus intensément dans certains cercles ouvriers issus de l'immigration. Bien que plus timidement que dans certaines régions canadiennes, les espoirs suscités par les événements de Russie se manifestent aussi au Québec, principalement à Montréal. Dans la foulée, les organisations de gauche s'activent à organiser les sans-travail. Dans l'imaginaire politique de plusieurs militantes et militants socialistes, leur mobilisation est vue comme étant à la base de la fondation d'une armée pouvant à la fois défier le capitalisme canadien et l'hégémonie exercée sur le mouvement ouvrier par les syndicats internationaux. À l'exception d'Ewen, aucun historien s'est intéressé particulièrement à la révolte ouvrière au Québec. Certains lui font allusion en tant que catalyseur du militantisme ouvrier au lendemain de la guerre et reconnaissent l'importance de l'événement, mais estiment que la révolte n'a pas la même force qu'ailleurs au Canada et qu'elle se concentre essentiellement à Montréal. L'historiographie a avant tout analysé la mobilisation d'après-guerre après les syndicats internationaux. Le nombre record de grèves a principalement retenu l'attention, ce qui a eu pour conséquence de circonscrire l'agitation au Québec aux années 1919-1921. En analysant la révolte ouvrière québécoise dans un contexte plus large que les seules relations de travail, notamment à travers l'action politique de classe indépendante et les actions de masse au sein de l'espace public, les travaux d'Ewen ont montré que cette périodisation peut être élargie. Ainsi, les manifestations de soutien à la grève générale de Winnipeg, au mouvement révolutionnaire européen et à un syndicalisme industriel plus radical invitent à élargir les perspectives de la révolte ouvrière au Québec, qui va bien au-delà des débrayages. À ces éléments s'ajoute aussi la prise en compte des protestations contre le chômage à Montréal qui ont cours entre 1919 et 1925. De 1917 à 1921, une importante inflation gruge le pouvoir d'achat des ménages ouvriers canadiens. À ceci s'ajoute un chômage rampant qui est particulièrement important en
1919 et 1922, mais qui perdure jusqu'à la reprise économique en 1925-1926. Cette crise de l'emploi survient dans un contexte où les politiques publiques contre le chômage sont quasi inexistantes. Au Québec, les institutions de régulation de la pauvreté s'intéressent avant tout à l'indigent absolu, c'est-à-dire aux individus inaptes au travail et qui échappent à la dépendance d'un pourvoyeur masculin. Conséquemment, la reconnaissance sociale du chômage se trouve plutôt obscurcie et les options qui s'offrent aux sans-emploi québécois sont plutôt limitées. Le gouvernement fédéral estime quant à lui que la question du chômage relève avant tout de la responsabilité des gouvernements provinciaux et municipaux. Outre quelques mesures spécifiques à l'égard des vétérans chômeurs, l'intervention fédérale est orientée vers sa politique de bureaux de placement et de colonisation. Il en va de même pour le gouvernement québécois, qui estime par ailleurs que les mesures d'aide au chômage relèvent d'une mauvaise gestion de fonds publics. Ce sont donc avant tout les villes qui interviennent sur l'enjeu du chômage. L'aide fournie est cependant considérée comme exceptionnelle et est généralement seulement disponible au cours de l'hiver. Par exemple, la Ville de Montréal ouvre alors les portes du refuge Merling, offre de la soupe et organise des corvées de déneigement en échange de quelques sous. À Montréal, le matin du 7 janvier 1919, 900 ouvriers se présentent devant les portes de l'usine Vickers. Ceux-ci scandent « Nous voulons du travail, nous voulons du pain ». Des scènes similaires se produisent couramment devant plusieurs usines de la ville. Devant l'inaction des autorités, des sans-travail, appuyés par diverses organisations socialistes, des clubs ouvriers et des syndicats internationaux optent alors pour l'action collective. Ces événements se déroulent en quatre principaux moments entre 1919 et 1925. Le premier de ces moments court de janvier à avril 1919. Il se caractérise par la tenue d'assemblées publiques. Celles-ci réunissent jusqu'à 2000 sans-travail. Lors de ces rassemblements, les participantes et les participants y dénoncent le recours à la charité pour soulager le chômage. Ces meetings sont aussi marqués par des affrontements entre les socialistes et la direction du Conseil des métiers du travail de Montréal, le CMTM, au sujet des revendications, du mode d'organisation des sans-travail et des moyens d'action à employer. Signe du radicalisme qui gagne du terrain au sein de la classe ouvrière montréalaise, plusieurs participants et participantes aux assemblées dénoncent le capitalisme et les injustices inhérentes à ce système. Les sympathies exprimées envers les révolutions russes et allemandes sont aussi courantes et alarment les autorités. Pour leur part, les socialistes lancent des appels à l'auto-organisation des sans-travail et à l'action directe. Quant au CMTM, il exhorte au calme et effectue des représentations auprès des différents paliers gouvernementaux pour la mise en chantier de travaux publics et l'établissement de la journée de 8 heures. Par la suite, les protestations contre le chômage connaissent un hiatus de plus d'une année. Cependant, les questions et les enjeux soulevés en 1919 donnent le ton et mettent en place les paramètres des protestations des années suivantes. La deuxième phase de la révolte des sans-travail prend forme à compter de décembre 1920. Des manifestations de rue sont organisées et les sans-emploi ont maintenant recours à l'action directe. Ces protestations sont tout d'abord initiées par les vétérans anglo-canadiens regroupés au sein de la Montreal Ex-Servicemen's Unemployed Association et ce jusqu'à ce que les éléments rouges y soient expulsés à la suite des menaces de représailles faites par les autorités montréalaises. Par la suite, c'est l'OBU qui fonde une organisation rivale et élargit le mouvement au-delà des ex-soldats. Un comité de sans-travail divisé en une section anglophone et francophone est fondé. De décembre 1920 à février 1921, les sans-travail défilent dans les rues, occupent l'hôtel de ville, perturbent les chantiers de travaux publics et effectuent des raids dans les restaurants afin de se nourrir gratuitement. Les protestataires dénoncent alors l'attitude méprisante et condescendante des responsables municipaux, les conditions déplorables au refuge Merling et les secours inadéquats offerts par la ville, ainsi que leur distribution par les organisations charitables. Le système d'enregistrement des sans-travail dans les postes de police est aussi décrié. Les sans-emploi revendiquent plutôt des secours en argent pour les chômeurs, que ceux-ci soient mariés ou célibataires, et la fin des contrôles et des investigations menées par les forces de l'ordre. En plus de prendre pour cible les pouvoirs municipaux et les entreprises privées, les manifestants interpellent le gouvernement fédéral, estimant que le gouvernement provincial ignore les besoins des sans-travail montréalais. Pour sa part, le CMTM se montre prudent. Refusant d'être associé à la turbulence des sans-emploi, le Conseil se dissocie du mouvement à la première manifestation de rue. Bien que cette organisation condamne le recours à l'action directe, elle doit cependant admettre que sans les menaces exercées envers la propriété privée, les autorités municipales n'auraient probablement jamais
entrepris des travaux publics, accordé des secours au chômage, ni mis fin aux enquêtes et aux enregistrements par la police. Les arrestations de protestataires et la déportation d'un militant ont cependant raison du mouvement à la fin de l'hiver. La troisième phase de la révolte des sans-travail se déroule à Montréal au cours de l'hiver 1921-1922. Elle se caractérise par l'entrée en scène du Parti communiste du Canada. Ses partisans montréalais fondent alors l'Association des ouvriers sans travail de Montréal, l'AOSTM. Cette organisation s'affilie par la suite au National Committee of Unemployed Workers, une organisation de masse pan-canadienne du PCC. Son objectif est de construire une coalition autour de l'enjeu du chômage pour faire pression sur les administrations municipales afin que celles-ci fassent à leur tour pression sur Ottawa. On croit que cette stratégie forcera le gouvernement fédéral à se pencher sur la mise en place de nouvelles mesures, notamment l'instauration d'une assurance contre le chômage. Dans la métropole, cette stratégie mène à la création d'une alliance précaire avec le CMTM. Celui-ci consent à participer à la nouvelle organisation si celle-ci abandonne les actions de rue au profit de représentation auprès des autorités. En opposition à cette alliance, Albert Saint-Martin, des militants canadiens-français et quelques délégués plus radicaux du CMTM fondent la Ligue des sans-travail, la LST. Celle-ci mobilise jusqu'à 3 100 emplois lors d'assemblées et de manifestations sur le Champ de Mars au cours de l'hiver et au début du printemps 1922. Une armée rouge des sans-travail est aussi symboliquement fondée et défile à quelques reprises devant l'hôtel de ville. La Ligue mène aussi des actions de solidarité avec les débardeurs en grève du port de Montréal. Dénonçant le capitalisme comme étant la cause du chômage et citant la Russie soviétique en exemple, les revendications de l'organisation pour des secours en argent et des emplois pour les sans-travail rejoignent cependant celles de l'AOSTM. La LST semble par la suite limiter ses activités à l'organisation de conférences hebdomadaires. Le dernier moment de la révolte des sans-travail se déroule après les événements du printemps 1922 et se poursuivent jusqu'en 1925. Les manifestations sporadiques contre le chômage refont surface au cours de l'hiver. Cependant, aucune d'entre elles ne possède la magnitude de celle des années précédentes. La OSTM poursuit ses représentations auprès des gouvernements et mène des enquêtes afin de mieux comprendre les causes et les impacts du chômage. En 1922 et 1923, elle revendique l'amélioration des conditions d'hébergement au refuge Merling, la distribution de secours en argent et la mise en branle de travaux publics. La OSTM s'oppose également à la dissolution du comité municipal du chômage qui devait étudier les causes et les solutions au manque de travail à Montréal. En 1924, après d'âpres débats, le CMTM met fin à sa participation à la OSTM. Son comité exécutif estime que les syndicats internationaux ne devraient pas confier le dossier du chômage à une organisation proche des communistes. Privés de ce soutien, les activités de l'association sont mises en veilleuse. En décembre 1925, 200 chômeurs assemblés au Temple du travail réactivent la OSTM. Sa direction est composée de chômeurs canadiens-français dont les militants communistes Charles Ouimet, Léo Lebrun et Évariste Dubé. L'organisation recueille les griefs des sans-travail afin de les assister. Elle tient également des assemblées publiques sur le Champ de Mars et au Temple du travail. Elle envoie aussi quelques délégations rencontrer l'administration municipale pour faire part de ses revendications, dont celle d'une indemnité de chômage. Dans la foulée, le Conseil municipal de Montréal annonce un programme d'embauche des chômeurs. Rejetant les procédures jugées discriminatoires et les mesures estimées insuffisantes, la OSTM convoque une assemblée le jour de Noël et organise une manifestation qui est immédiatement dispersée par la police. Ceci constitue les dernières protestations de sans-travail de la période. Cependant, celle-ci semble avoir favorisé la décision de la Ville de Montréal de recourir aux chômeurs pour la construction d'un grand égout collecteur et pour les travaux d'agrandissement du marché Bon Secours. Toutefois, ces chantiers ne transforment pas de façon fondamentale l'approche des autorités dans l'assistance au chômage. Malgré la persistance récurrente du chômage, les manifestations de sans-travail ne reprendront à Montréal qu'au moment de la Grande Dépression. À l'image d'autres villes canadiennes, Montréal est la scène de manifestations contre le chômage au cours de la révolte ouvrière. Bien que n'étant pas un phénomène nouveau dans la métropole, cet événement annonce une nouvelle ère pour les mouvements de sans-emploi. Désormais, ceux-ci s'appuient sur un nouveau répertoire d'actions allant de la modération à l'action directe.
Ces protestations sont également menées dans le cadre d'une structure associative et organisationnelle et ne peuvent plus être simplement dénigrées comme des émeutes. Bien qu'ayant une brève existence, les organisations du sans-travail de l'après-guerre contribuent à construire des solidarités qui permettent de donner une signification collective et sociale au problème du chômage au sein de la classe ouvrière. Si les actions demeurent locales par nature, elles ne prennent plus pour unique cible les autorités municipales, mais portent aussi des revendications adressées au gouvernement provincial et fédéral. Ces protestations ont cependant leurs limites. Même si les socialistes y jouent un rôle déterminant, le mouvement prend essentiellement forme autour de revendications modestes. Malgré l'imaginaire révolutionnaire inspiré par la Révolution russe, il ne parvient pas à articuler une critique cohérente et consistante du travail et du chômage au sein de la société capitaliste. Par exemple, le mouvement ne remet pas en question les fondements du salariat ni ne parvient à concevoir le chômage au-delà d'un problème masculin. Finalement, bien que de nouvelles solidarités se construisent à petite échelle, elles ne parviennent pas à contrer les divisions importantes au sein de la classe ouvrière sur le plan ethnique, religieux, linguistique et de genre qui traversent la société québécoise. Ceci contribue à freiner l'élargissement de la révolte des sans-travail au Québec. Malgré tout, en revendiquant le droit à des emplois décents ou à des mesures d'assistance adéquates, les sans-emploi partagent les aspirations globales de la révolte ouvrière, comme celle d'une meilleure distribution de la richesse au sein de la société et l'accès à de nouveaux droits démocratiques. En remettant en cause le statu quo, les actions dans les rues de la métropole font écho aux grèves et aux protestations populaires qui se déroulent ailleurs au Canada. En occupant l'espace public, les sans-travail montréalais contribuent à démontrer que le problème du chômage ne relève pas de la volonté des individus, mais qu'il est plutôt de nature structurelle. En rejetant la charité et en exigeant plutôt du travail ou de l'aide, ceux-ci soulignent les contradictions d'un système social basé sur le profit. Même si les sans-emploi montréalais ne parviennent qu'à enregistrer quelques gains modestes, ceux-ci contribuent à ce que le chômage masculin soit considéré comme un problème politique d'importance à l'échelle locale. C'est le spectre de leur perturbation qui force la municipalité à intervenir jusqu'à la fin de la dépression économique. Bien entendu, les mesures déployées s'avèrent largement inadéquates. De pair avec des protestations similaires ailleurs au Canada, le mouvement des sans-travail montréalais contribue également à ce que le débat entourant le chômage fasse son chemin à l'échelle pancanadienne. Estimant que la principale cause de l'agitation ouvrière provient du chômage ou de la peur du chômage, la Commission royale sur les relations industrielles propose l'instauration d'une assurance chômage fédérale en 1919. Dans la première moitié des années 20, cette proposition fait l'objet de débats animés à Ottawa. Dans un contexte de dépression économique et en réponse aux demandes croissantes des sans-travail, les autorités provinciales et municipales font pression sur le gouvernement fédéral afin que celui-ci finance des mesures temporaires d'aide ou des travaux publics. Bien qu'il faut attendre 1940 avant que ne soit adoptée la loi de l'assurance chômage, le débat entourant la responsabilité étatique du chômage prend forme avec l'émergence de l'agentivité collective des sans-travail, et ce, au cours de la révolte ouvrière. Merci beaucoup et au plaisir.